Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Angélique. Bonjour Alexandra. Alors ce matin, je suis ravie d'accueillir dans les magnifiques locaux de l'Intercontinental Hôtel Dieu à Lyon, Angélique Cléran. Vous êtes comédienne, vous êtes metteuse en scène et vous êtes aussi la co-directrice du Théâtre du Point du Jour dans le 5e arrondissement à Lyon. Donc on va parler culture aujourd'hui avec vous. On va parler de la place des femmes, on va parler de tout ce secteur du culturel, des carrières qu'on peut faire dans ce secteur qui sont finalement assez peu connues, en tout cas du grand public, qui éveille parfois des carrières, des passions évidemment. Mais Angélique, on va parler de la place des femmes dans ce secteur évidemment, mais surtout on va vous demander la première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée? Et surtout, ça veut dire quoi pour vous l'engagement? Alors déjà, merci de m'inviter à ce Café des Lyonnes. Alors, je dirais avant tout que je suis une femme passionnée. Vous avez parlé de passion, ouais. Et je pense que c'est ça qui guide mes pas. Et donc pour moi, l'engagement, il se fait de manière fluide et assez naturelle. Et oui, alors après, c'est vrai que je co-dirige le Théâtre du Point du Jour, et on dit que le Théâtre du Point du Jour, c'est le plus petit des grands théâtres lyonnais, et que c'est un théâtre qui est engagé et inclusif. Et forcément, je dirais que comme je co-dirige ce théâtre avec Éric Massé, on peut dire que ce théâtre, il est plutôt à notre image. Mais je suis humble vis-à-vis de ce terme-là. Et voilà, après... Parce que l'engagement, c'est la passion? C'est la même chose? Je dirais que je suis portée par quelque chose qui est plus grand que moi. Pour moi, c'est un projet de co-diriger un théâtre. C'est une mission de service public au service de tous les publics. Et voilà, je prends ça comme une mission j'essaye de faire au mieux, jour après jour, pour remplir les missions pour lesquelles on m'a nommée. Mais c'est un engagement qui transcende et qui va bien au-delà de vos fonctions professionnelles. Parce que finalement, cette notion d'engagement, j'imagine qu'elle vous traverse, elle est partout, tout le temps dans votre vie, non? Oui. Oui, c'est... Et c'est depuis toujours ou c'est vraiment une prise de conscience à un moment dans sa vie où on réalise que ce qu'on fait est peut-être plus embarqué ou plus engagé que quelqu'un d'autre? Alors là, je vais vous parler peut-être d'où je viens, ouais. Et ça va peut-être vous raconter aussi où j'en suis arrivée. Okay. Parce que ce qui est intéressant avec cet exercice du Café des Lyonnes, c'est que ça m'a permis de faire un petit coup de rétroviseur, ouais. Dans mon parcours. Et en fait, moi, je suis fille d'agriculteur, ouais. De l'ouest de la France. Et j'ai toujours vécu dans mon enfance un sentiment d'exclusion. Et comment je suis passée de l'agriculture à la culture? En fait, j'ai toujours rêvé en fait, de lumière, d'évasion. J'étais beaucoup dans mon imaginaire, j'inventais d'autres mondes. Et ensuite, j'ai fait des études de lettres parce que pour moi, c'était l'inaccessible étoile, le métier d'artiste. Et jamais j'aurais pensé que je pouvais devenir un jour comédienne. Et puis, j'ai rencontré dans mon parcours des gens qui ont eu confiance en moi et qui ont porté un regard sur moi en me disant « mais peut-être tu pourrais aller là. » Et moi, je me disais « mais non, c'est pas possible, c'est pas dans mon milieu. » Personne dans mon milieu. On était tous agriculteurs de père en fils. Ouais. Et jamais j'aurais pensé que je pourrais y arriver. Et comme je me suis toujours sentie exclue, pour moi, aujourd'hui, être à la direction du théâtre, c'est de me dire personne ne doit être exclu. Les portes du théâtre sont ouvertes à tous et toutes. Quel que soit le milieu dans lequel on vient, il ne faut pas que ce soit une exclusion sociale, géographique, financière ou psychologique, parce que souvent, c'est les barrières qu'on se met psychologiques. C'est un ressenti souvent. Voilà. Et pour moi, la question de l'inclusion, elle est très importante. Et c'est ce qui fonde l'ADN de notre projet au Théâtre du Point du Jour, parce qu'Éric vient du même milieu que moi. Donc, on s'est bien retrouvés là-dedans. Et voilà, donc de fil en aiguille, donc j'ai fait une formation de comédienne. Et après, je suis devenue metteuse en scène. Et après, tous les deux, on a postulé à la direction du théâtre. Et voilà, depuis maintenant plus de 7 ans, on co-dirige ce théâtre. Alors, vous nous avez fait le super résumé du Café des Lyonnes. Ouais. On va quand même détailler. Ouais. Mais Angélique, d'abord, je voudrais savoir, il y a beaucoup de femmes dans votre secteur d'activité ? Alors, c'est intéressant parce que j'ai regardé l'Observatoire d'égalité hommes-femmes
dans le milieu de la culture, donc par le ministère de la Culture. Et il se trouve qu'à des postes de direction de lieux culturels en France, on est 38% de femmes. D'accord. C'est pas encore paritaire. Non. Il y a eu des quotas qui ont été posés. Et c'est vrai que c'est en train de changer. C'est en train de changer. C'est en train de changer. Mais c'est encore un résultat qui est quand même assez faible encore. Et je vous posais la question parce que vous avez évoqué le fait d'être co-directrice d'un théâtre avec un homme. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas choisir entre un homme ou une femme pour diriger le théâtre? C'était un choix? Enfin, pourquoi une co-direction? Non, c'était un choix parce qu'en fait, avec Éric, on a tous les deux été formés à l'école de la Comédie de Saint-Étienne. Et c'est pas un hasard si on s'est retrouvés dans cette école-là. D'ailleurs, c'est la même école qui a fait Richard Brunel, qui est directeur de l'Opéra de Lyon. Et qui est passé au micro du Café des Lyonnes. Qui est passé au micro des Cafés des Lyonnes. Et cette école, elle a été fondée par un père de la décentralisation théâtrale qui voulait que la ville, toute la ville, les habitants d'une ville aillent au théâtre. Il a vraiment œuvré toute sa vie pour ça. Et on a fait cette école avec Éric, on s'est retrouvés dans la même promotion. Et quand on est sorti de l'école, on s'est dit, mais on veut baser notre compagnie à Saint-Étienne et faire en sorte, on a appelé ça la compagnie des Lumas, qui veut dire escargot en patois poitevin. D'accord. Et l'escargot, pourquoi? Parce qu'en fait, il porte sa coquille sur son dos, sa maison sur son dos. Ouais. Et on s'est dit qu'on voulait aller faire du théâtre partout. Ah oui. Et oui, donc c'est un projet que vous avez vraiment mené. Quand je vous dis que c'est dans l'ADN de notre projet, c'est-à-dire que vraiment de n'exclure personne. Et au Théâtre du Point du Jour, on a un tiers de notre programmation qui est nomade, qui est sur tout le territoire du 5e arrondissement. Et c'est assez rare dans une métropole d'avoir un projet nomade. Souvent, on retrouve des théâtres dans des villes plutôt reculées géographiquement, qui ont avec un projet de décentralisation dans des communes rurales. Et nous, de faire ça à Lyon, c'était quand même... voilà, c'est une première. Et on s'est rendu compte que finalement, la décentralisation théâtrale, c'est pas à 300 km de chez soi, c'est vraiment au pied de nos immeubles, quoi. Ouais. Et c'est vraiment le quartier même. Et donc, on est allé frapper aux portes, quand on est arrivé à la direction du théâtre, on est allé frapper aux portes des MJC, des centres sociaux, des établissements de santé, des lieux de culte, et on a dit, voilà, si on vient faire du théâtre chez vous, qu'est-ce que vous en dites? Et là, les portes ont été ouvertes, et voilà, on est venu jouer chez eux, de manière à ce que les bénéficiaires, les usagers de ces lieux-là viennent ensuite franchir les portes du théâtre de manière plus facile, parce que la rencontre était déjà faite. Ouais, c'est ça. Mais alors, donc du coup, je reviens sur vous, Angélique, parce que là, du coup... Oui, je m'éloigne un peu. Non, mais je vois que vous aimez bien parler d'autre chose que de vous-même, mais on va revenir quand même au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais petite fille, vous rêviez de quoi plus grande? Donc j'entends que vous étiez dans votre imaginaire, etc., mais vous rêviez d'être comédienne, ou de théâtre, ou vous rêviez d'autres choses? C'était quoi le métier que vous vouliez faire plus grande? À 7 ans, 8 ans, 9 ans? Alors, j'ai un souvenir, à 7 ans, une amie de ma mère m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et j'ai dit « Je voudrais être comédienne. » Et elle m'a ri au nez. Ouais. Et ça m'a profondément blessée parce que je me suis dit « Mais c'est comme si je devais pas y croire. » quoi. Oui. Et donc, c'est comme si j'avais un peu mis ça de côté quand même. Mais c'était toujours dans un coin de ma tête. Donc, je rêvais quand même d'être comédienne. Parce que j'adorais être dans mon imaginaire, inventer des histoires... et puis vous aviez envie de monter sur scène, enfin vous vous projetiez une scène, je voulais être dans les Sunlight, quoi. Ah ouais. Je voulais porter des belles robes, je voulais avoir des grands rôles. Et donc, oui, c'est comme si je m'y autorisais pas. En fait. C'est ça. Je m'y autorisais pas, et puis j'avais pas de modèle surtout. Ouais. Je n'avais pas de modèle. Et donc, je me destinais plutôt... Donc, j'ai fait des études de lettres pour être enseignante de français. Et puis, je faisais du théâtre à côté. Donc, tant que je faisais du théâtre à côté, c'était pas gênant. Okay. Et puis, en fait, je suis rentrée en 2e année de conservatoire à Nantes. Et puis, là, je me suis retrouvée avec des personnes qui passaient des concours pour des écoles nationales. Alors, les concours, on est souvent entre 600 et 1000 candidats pour 10-15 places. Ah oui. Et puis, j'ai été prise à l'école de Saint-Étienne. Et donc, c'est comme si je franchissais un pas. Et donc, je dois beaucoup au théâtre public.
Et donc, c'est pour ça, quand je dis, voilà, pour moi, c'est une mission de service public, pour moi, c'est cohérent, quoi. C'est-à-dire, ce qu'on m'a donné, je le rends. Ah ouais. Parce que sans le théâtre public, c'est-à-dire que cette école-là, on pouvait être boursier. Donc, jamais j'aurais pu rentrer dans une école si je n'avais pas eu cette bourse pour pouvoir faire cette formation. Oui, c'est ça. Ouais. Et quand vous dites que tu es en 2e année de conservatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites le conservatoire à côté de vos études ou on rentre au conservatoire et on fait que ça? Non, mais là, encore une fois, j'ai eu pas mal de chance. C'est-à-dire que j'ai un ami qui venait de mon village qui voulait passer le concours du conservatoire. Donc, il m'a dit, j'ai besoin d'une réplique. Alors, j'ai donné la réplique. Ah. Et puis, là, au conservatoire, on m'a dit, tu veux pas rentrer, toi, au conservatoire? Je dis, ah non, mais moi, non, c'est pas pour moi. Voilà. Ah bon. Et puis, ce copain est arrivé en 2e année. Il me dit, tu sais qu'il y a des places qui seront libérées. Tu veux pas passer le concours pour rentrer en 2e année? Ah bon? Je dis, déjà en 2e année. Et donc, j'ai passé le concours. Et on m'a pris en 2e année. Et voilà. Ah, mais c'est génial. Bien sûr, vous n'alliez pas nous raconter cette histoire. Ah oui, donc il y a des gens qui, à un moment donné, vous avez eu des bonnes étoiles. J'ai eu des bonnes étoiles, on a cru en moi. Ouais. Alors que vous n'avez pas spécialement pensé. Je pense que j'en rêvais. Je ne m'autorisais pas à le faire. Et c'est là la question de l'autorisation et de l'audace de se dire non, mais en fait, j'y ai droit. C'est accessible, je peux le faire. Oui. Par contre, effectivement, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Oui. C'est difficile, ça, je trouve, dans ce... Alors, il y a 63% de femmes qui font des formations dans ce milieu-là. Et au final, ça s'inverse une fois que ces femmes prennent des postes de direction. Oui, ça. Ouais. Oui. Et comment vous construisez votre socle culturel? Parce que quand on ne vient pas d'une famille où il y a... on n'a pas des parents qui vous apprennent, qui savent, c'est plus difficile. Et c'est plus difficile d'avoir confiance en soi dans un secteur qui est pas le sien au démarrage. Après, vous avez fait dans votre coin, comment vous avez fait? Ça, c'est une bonne question. Je pense que mes parents m'ont transmis le goût du travail. D'accord. Et j'aime le travail. Et c'est marrant, je repense à une phrase de Raymond Depardon, qui est fils d'agriculteur, pas très loin d'ici, du côté de Villefranche, et qui dit en étant paysan, j'ai cette capacité à côtoyer, à échanger avec des éleveurs et des ministres. Et je pense que j'ai cette capacité-là aussi à naviguer entre les mondes. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est la rencontre entre des mondes différents. Et c'est vrai que j'aime cette porosité-là. Et de faire en sorte que dans les salles de spectacle, il y ait des personnes de mondes très différents qui se côtoient. C'est encore un lieu assez rare qui permet ça. C'est vrai. Et je pense que c'est ça que j'aime par-dessus tout. Donc là, vous rentrez donc en 2e année de conservatoire et ensuite vous présentez le concours pour le théâtre. C'est l'école de Saint-Étienne. L'école de Saint-Étienne, oui. Et là, donc, hop, vous êtes prise. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc vous allez... Ah ben là, j'abandonne mes études de lettres. Donc mes parents sont complètement déconcertés parce qu'ils ne s'y attendaient pas. C'est-à-dire que je leur avais à peine dit que je passais ce concours. Et ils ont dit, mais non, mais tu ne peux pas abandonner tes études de lettres, c'est pas possible. J'ai dit, mais non, mais en fait, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que j'ai une bourse même. Donc en fait, je vais me débrouiller. Et vous allez voir, je vais y arriver. Et à partir du moment où j'ai été autorisée, c'est-à-dire que j'ai été admise dans cette école, ça m'a donné l'autorisation. Voilà, l'institution, le théâtre public m'a donné l'autorisation. Et donc, pour moi, j'avais plus aucune barrière, quoi. Ah oui, ça a été le déclic. Ça a été le déclic. Et puis, j'ai fait ces 3 ans d'école. Donc là, j'ai rencontré Eric. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai toujours tout fait pour pouvoir partir de la ferme, m'échapper de la ferme. Ouais. Et puis, quand j'ai passé le concours, je me suis rendu compte que je n'ai joué que des rôles, parce que je connaissais rien au théâtre contemporain, je n'ai joué que des rôles de servante ou de paysanne. Ah oui? Ouais. Et c'est ça qui m'a permis de rentrer dans cette école. Ah oui, c'est vrai? Et quand j'ai passé le concours de le 3e tour du concours, on n'était plus qu'une 50aine, je crois. Ouais. Le 3e tour, j'avais fait le pari, parce que j'adore les challenges, j'avais fait le pari aux personnes à qui je passais le concours que je chanterais une chanson en patois vendéen. Ils m'ont dit, mais non, mais t'es pas capable. Je dis, si. Si j'arrive au dernier tour, je chanterai une chanson en patois vendéen. C'est comme si je voulais affirmer mon identité. Oui, c'est ça, ouais.
Et donc j'arrive au concours et je leur dis, ben voilà, je vais passer telle scène, je vais passer la scène de la servante dans Don Juan de Molière. Mais avant, je vais vous chanter une chanson en patois vendéen. Et là, toute la salle était morte de rire. Ouais. Et bon, c'était qui tout double. Voilà. C'était très audacieux. C'était très audacieux. Et donc, il y a Éric Massé, donc, qui co-dirige le théâtre avec moi maintenant, qui vient me voir et qui me dit, mais dis donc, mais t'as chanté une chanson de mon pays, toi, mais t'es d'où? Et donc, je lui raconte d'où je venais. Et en fait, on était originaires de 70 km l'un de l'autre. Ah oui, c'est Lui des Deux-Sèvres, moi de Vendée. Et puis, quand on a créé notre compagnie à l'école, parce qu'on s'est dit, on ne va pas attendre d'être sorti de l'école pour créer notre compagnie, et on va l'appeler la Compagnie des Lumas. Ah donc oui, la chanson s'appelait La sauce aux Lumas, et donc on va l'appeler la Compagnie des Lumas. Donc les escargots. Voilà. Ah, très bien. Voilà la petite histoire. Donc vous créez cette compagnie pendant que vous êtes à l'école, mais je sais pas comment on fait pour créer une compagnie, mais il faut des ressources, Eh ben c'est Richard Brunel qui nous a aidés. Il nous a dit, il faut aller là, il faut frapper à telle porte, il faut rencontrer telle personne. Et lui, en fait, il a suivi nos premiers pas à la sortie de l'école, et il a contacté des personnes qui dirigeaient des théâtres à Lyon, à Saint-Étienne. Il a dit, oh là, ces deux petits jeunes là, il faut vraiment les rencontrer. Ils sont vraiment formidables. Et puis voilà, il nous a mis le pied à l'étrier. Oui, à chaque fois, non, mais il faut des mentors, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné des gens qui vous disent, c'est vrai, je vais vous aider. Il y a des personnes, autant des hommes que des femmes, qui dans mon parcours m'ont autorisé, m'ont permis de me dire, oui, allez, vas-y. Est-ce que ça a été un frein d'être une femme dans ce secteur? Est-ce qu'à un moment, on vous a fait sentir que si vous aviez été un homme, ça aurait été peut-être plus simple? Non, mais parfois, on peut te faire sentir que, comme il y a des quotas maintenant, on peut te faire sentir que, si tu y es arrivé, c'est peut-être parce qu'il fallait un temps de quotas de femmes. Ah oui. Voilà. Ah, ça, on entend encore ce genre de On l'entend encore remarques. dans le milieu de la culture. Alors, on peut dire que c'est un milieu très ouvert, très progressiste. Ouais. C'est quand même un milieu assez machiste. Ah oui. Ouais. Oui, puis on ne se fait pas de cadeaux. Il y a des... Oui, on ne se fait pas de cadeaux. Des pots de bananes. Voilà, c'est ça. Donc, vous créez cette compagnie. Vous vous installez à Saint-Étienne? À Saint-Étienne. On s'installe à Saint-Étienne. Très vite, on est accompagné par les tutelles, par la ville de Saint-Étienne, par le département, par la DRAC. On a des subventions. Et puis, très rapidement, on joue dans les théâtres émergents à Lyon, les théâtres émergents à Saint-Étienne. Et puis, assez rapidement, on est repéré par la presse, par les professionnels, par le public. Et petit à petit, on élargit notre cercle. Et petit à petit, on tourne... régionalement, nationalement, internationalement, et voilà comment on construit comme ça des cercles vertueux. À ce moment-là, vous êtes comédienne? À ce moment-là, je suis comédienne, oui. Et puis ensuite, les directeurs de la Comédie de Saint-Étienne nous proposent de mettre en scène les journées de sortie des élèves de l'école, et donc on décide avec Éric de co-mettre en scène ensemble ces journées de sortie. Et puis, ça a été mes premiers pas à la mise en scène. Ah oui, d'accord, ok. Et ça, c'est des choses que vous aviez envie d'expérimenter? Vous Oui. vouliez aller vers la mise en scène? Oui, je voulais aller vers la mise en scène. Et Richard Brunel m'a dit, mais tu voudrais pas être assistant? J'ai été comédienne dans ces spectacles. Ensuite, il m'a proposé d'être assistant. Ah oui, donc il y a un peu un parcours. Il y a un parcours. J'ai fait de l'assistanat à la mise en scène. Et puis, avec Eric, on s'est dit, allez, on fait une co-mise en scène ensemble. Et puis ça m'a plu, et petit à petit, pendant 20 ans, j'ai à la fois mis en scène et été comédienne. Voilà, et à aucun moment vous vous dites qu'est-ce que je fais là, ou vous n'avez pas eu de conflit de légitimité de vous dire parce que souvent les femmes disent ça, elles disent que elles ont le syndrome de l'imposteur et que parfois elles se demandent comment ça se fait qu'on leur ait proposé de faire ça alors que quelqu'un va se rendre compte que finalement elles n'ont pas l'expérience pour. Ou... Vous êtes posé cette question Ah oui, tout le temps. Tout le temps. Je crois que je me la pose encore maintenant. Au moins une fois par jour. Ah oui, quand même. Oui. Il y a toujours des petits moments où je me dis, oh là là, mais est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce que c'est vraiment bien mon endroit? Je me pose toujours cette question-là. Et puis, en même temps, j'aime le challenge. Donc je me dis, allez, mais si on te l'a proposé, c'est que tu en es capable. Allez, vas-y. Oui, donc là, parce que vous avez fait comédienne, après metteuse en scène, et après,
co-directrice de théâtre, qui est encore un projet dans le projet, ou une avancée finalement. C'est une concrétisation de co-diriger sa structure? Non. C'était pas forcément une volonté. Mais encore une fois, j'ai été portée, c'est-à-dire qu'il y avait la direction de ce théâtre du Point du Jour qui était vacante. Et puis on nous a dit, mais allez, postuler, c'est pour vous. Okay. C'est l'endroit juste pour vous, c'est dans la lignée de ce que vous développez déjà au sein de votre compagnie. Donc ce qu'on a développé au sein de notre compagnie, c'est-à-dire des projets déjà inclusifs, avec des artistes porteurs de handicap, des projets nomades, c'est-à-dire dans les théâtres et aussi sur les murs, des projets avec différentes langues, donc bon là, langue des signes français, mais aussi espagnol, français, enfin d'autres langues, chaque fois des mélanges qui mélangeaient aussi des experts du quotidien et des acteurs, des amateurs et des professionnels. Ce qu'on développait, on l'a développé à l'échelle du théâtre et sur le territoire du 5e arrondissement. Mais du coup, là où vous changez un peu de regard, c'est que en étant directrice du théâtre, vous allez chercher, c'est à vous d'aller trouver les talents, les spectacles, ce que vous avez envie d'accueillir dans ce théâtre. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, on est allé chercher, on a des artistes associés. Et en fait, au théâtre, on développe, au Théâtre du Point du Jour, on développe des spectacles reliés aux phénomènes de société. Donc toujours très ancrés dans le réel, dans la terre. Ouais. On retrouve encore mes origines. À chaque fois, ce sont des artistes qui prennent le pouls du monde tel qu'il est et qui vont aller interviewer. C'est-à-dire qu'ils ont envie de développer des sujets qui sont en lien avec des événements récents, en lien avec l'actualité, et ils vont aller chercher des experts du quotidien. Ça peut être, je sais pas, des boulangers, ça peut être des travailleurs ou des travailleuses du sexe, ça peut être des journalistes, ça peut être des sociologues, ça peut être des philosophes, ça peut être des camionneurs, et ils vont s'inspirer de leurs témoignages, et à partir de ça, ils vont écrire une fiction qu'ils vont mettre en scène. Ah oui, ok, c'est spécifique. Oui. D'accord. Souvent, c'est ça. C'est les programmes, c'est les spectacles qu'on programme. Et alors, Angélique, de votre point de vue, parce que ça fait combien de temps que vous avez ça fait 7 ans. Que vous êtes co-directrice du théâtre? Depuis 2019, oui. Si vous regardez au-dessus de votre épaule, aujourd'hui, c'est quoi votre regard à vous sur la société? Vous trouvez que les femmes, en France, en tous les cas, elles sont suffisamment visibles, présentes, que leur voix porte dans le débat public, dans l'espace public, où il y a des disparités, ou qu'est-ce que vous observez, vous, de votre vigie à vous? Parce que vous leur donnez vous leur donnez la parole. On leur donne la parole, et nous, justement, oui, mais en fait, on essaye surtout de donner la parole aux personnes invisibles et aux personnes qui sont silenciées, à qui on n'autorise pas, qui sont invisibilisées. Ouais. Et les femmes en font partie. Oui, les femmes en font partie. Ouais, les femmes en font partie. Mais on est plutôt content parce que là, notamment, la saison prochaine, on a 60% de créatrices sur nos scènes. Ouais. Donc voilà, on dépasse complètement ça. Donc on fait en sorte aussi de... Mais c'est même pas... on cherche pas à avoir un quota. Ouais. C'est-à-dire que on a des coups de cœur pour des spectacles, et souvent on a des coups de cœur pour les spectacles mis en scène par des femmes. Voilà. Mais de votre expérience avec les publics, de votre expérience de metteuse en scène, de votre expérience dans la société en général, aujourd'hui, c'est quoi le regard que vous portez sur la société française? Vous dites quoi? Vous dites les femmes aujourd'hui, c'est bon, on a changé, ça y est, elles prennent la parole, elles sont visibles, et peut-être vous participez à cet élan, ou vous dites que non, il y a encore des trous dans la raquette, et c'est pas si... Il y a encore des trous dans la raquette quand même. Hein. Ouais. J'ai l'impression que les femmes pourraient avoir un peu plus de place, et notamment dans le milieu de la culture. Ouais. Et qu'est-ce qui manque alors aujourd'hui? Je pense que les femmes ont autant de talent que les hommes. Elles ont plus d'écoute. J'ai l'impression qu'il faudrait aussi leur laisser du temps, plus de temps. Je pense qu'il y a aussi la question de
la charge de travail aussi, tout ce qui est au niveau personnel, c'est-à-dire quand les femmes ont des enfants, on voit bien que la charge s'inverse et que la charge de travail est beaucoup plus importante quand elles sont mères. Ouais, bien sûr, donc ça, c'est aussi important. Donc, quand elles deviennent mères, c'est peut-être le moment où elles pourraient prendre des postes de direction, des postes plus importants où leur voix porte plus. Ouais. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui compte. C'est-à-dire qu'on fait comme si aujourd'hui les mères qui travaillent n'avaient pas d'enfants et voilà, je trouve que c'est un sujet aussi peut-être pour les comédiennes parce que c'est quand même des carrières où c'est difficile de gagner bien sa vie, correctement sa vie. Après, j'imagine que quand on monte dans la sphère plus administrative, on retombe peut-être plus sur des standards habituels d'autres professions. Mais en tout cas, tout ce début de carrière, il est aussi peut-être très précaire pour un certain nombre de femmes. Oui, il est très précaire. Il est de plus en plus précaire parce que là, les budgets de la culture sont en train de diminuer drastiquement. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est très, très compliqué. Mais c'est vrai, ça, c'est plus aujourd'hui qu'hier, parce que moi j'ai l'impression que j'ai toujours entendu dire les budgets de la culture se réduisent. Et finalement, il y a toujours des comédiens, il y a toujours des spectacles, il y a toujours du théâtre ou du cinéma ou tout ce qu'on voudra. Mais je veux dire, c'est une réalité, ça. Il y a moins d'argent aujourd'hui pour financer des projets. Oui, il y a beaucoup moins d'argent. Et là, il y a eu des coupes drastiques l'année dernière et encore plus cette année. Ouais. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. D'accord. Donc là, je suis très inquiète parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'artistes, et les artistes en premier qui, bien sûr, pâtissent de ça. Et il y a beaucoup de femmes qui, à partir de 40, 50 ans, disent, voilà, je vais être obligée de changer de secteur d'activité, de plus en plus. Ah ouais. Et ça, je trouve ça très, très inquiétant. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'on est faite pour ce métier? Si vous donniez des conseils là, aux jeunes femmes qui nous écoutent, qui regardent, qui nous disent moi aussi, secrètement, dans ma chambre, je rêve d'être comédienne, mais je me dis justement, pour les raisons que vous évoquez aujourd'hui, franchement, il y a de moins en moins de place pour le cinéma, il y a de moins en moins de place pour le théâtre. Est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que je peux faire pour réussir dans ce secteur? Moi, à chaque fois que j'interviens auprès de jeunes dans des classes qui me demandent comment on fait, je leur dis, si pour vous c'est nécessaire, si c'est essentiel de faire ce métier, allez-y, foncez, faites-vous confiance, n'écoutez personne, ne vous mettez pas de frein, allez-y. Surtout, n'ayez pas de regrets, foncez, foncez. Il faut que ce soit une question de respiration. Et puis, il faut que ce soit, il faut que ça ait du sens pour vous, de faire ce métier. Parce que moi, je sais que, par exemple, les raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce métier, c'était plus une question, quelque part, de narcissisme. Et aujourd'hui, pour moi, c'est... je suis portée par quelque chose de, comme je disais au début de l'émission, beaucoup plus grand que moi. C'est-à-dire, c'est une mission et je veux rendre ce qu'on m'a donné. Et donc, moi, je leur dis à ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui voudraient faire ce métier, faites-vous confiance, écoutez votre voix intérieure, ayez confiance en votre intuition. Et alors, Angélique, dernière question de l'émission, et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour changer les choses et faire en sorte que les femmes soient plus visibles, audibles dans le débat public aujourd'hui? Alors, comme on va être en période électorale, je me suis dit, je voudrais qu'il y ait le ministère de la transmission et de l'audace. C'est une très belle idée, ça sera un chouette ministère. Alors, le ministère de la transmission et de l'audace. Alors, ministère de la transmission, pourquoi? Parce que moi, j'ai repensé à mon parcours, je me suis dit, mais comme moi, j'avais pas de modèle, j'ai eu du mal, moi, à me construire sans avoir eu de modèle auparavant. Donc, en tout cas, un espace pour que des femmes créatrices puissent échanger avec des jeunes filles très tôt, pour que ces jeunes filles se construisent avec des modèles en tête. Et de l'audace en leur disant, voilà, si moi j'y suis arrivée,
tu peux y arriver Ouais. aussi. Voilà. Ah. Et peu importe le milieu d'où Oui, tu viens. Peu importe le milieu d'où tu viens, peu importe si tu as un handicap, si tu es sourde, si tu viens de tel pays, tu peux y arriver. Si tu as ça en toi, vas-y, ose. Alors, on va garder précieusement cette idée du ministère de la transmission et de l'audace, ça me plaît beaucoup. On le mettra évidemment dans notre livre blanc l'année prochaine. Angélique, merci beaucoup d'être venue prendre ce Café des Lyonnes avec nous ce matin. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine. Au revoir.